Un pauvre mécanicien lui répara la jambe gratuitement et, un mois plus tard, il découvrit qu'elle était millionnaire, ce qui le choqua profondément. Que se passe-t-il lorsqu'un simple mécanicien d'un garage de province rencontre une femme qui cache sa véritable identité, et qu'en 7 jours il parvient à faire pour elle ce que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas réussi, lui rendre la capacité de marcher? C'est l'histoire d'une inconnue boiteuse qui s'avéra être une milliardaire ayant tout perdu après un accident, et de l'exosquelette de fortune fabriqué à partir de ferraille qui changea de vie à jamais. Mais pourquoi cachait-elle la vérité et que se passera-t-il lorsque l'hélicoptère viendra la chercher? Avant de commencer, écrivez dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez aujourd'hui. Le bruit d'un moteur à l'agonie força Sergueï à lever la tête du vieux carburateur sur lequel il s'acharnait depuis 3 heures. Derrière les portes du garage, il entendit des freins crisser et un choc métallique. Quelqu'un s'était arrêté juste devant l'entrée. Sergueï Volkov, 42 ans, s'essuya les mains sales sur sa combinaison usée et sortit. Devant lui se trouvait une vieille Volga blanche, cabossée sur le capot et rongée de rouille au bas de caisse, un modèle qu'on voyait encore dans les années 90. Personne n'en descendait. « Et, il y a quelqu'un là-dedans » cria Sergueï en s'approchant de la portière. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et grisonnants, aux yeux noisettes fatigués. Elle sortit de la voiture avec difficulté, visiblement emboîtant sur la jambe gauche. « Pardonnez-moi de vous déranger, » dit-elle en s'appuyant sur une béquille. « Ma voiture est tombée en panne à 1 kilomètre d'ici, j'ai réussi à venir tant bien que mal sur le démarreur. »« Laissez-moi voir ça, » répondit Sergueï en hochant la tête. « Comment vous appelez-vous »« Anna, » dit-elle brièvement. « Et vous » Sergueï, propriétaire de « ça », fit-il en désignant du bras le garage décrépit avec son enseigne bancale des « ateliers de réparation » qui ressemblait peu à un palais de l'automobile. Anna esquissa un sourire faible. Quelque chose dans son maintien, dans sa façon de parler, trahissait une femme instruite, pas du genre de clientèle habituelle de Sergueï avec leur vieille Lada délabrée. Il souleva le capot de la Volga et comprit aussitôt le problème. L'alternateur était hors d'usage et la batterie complètement déchargée. « L'alternateur est mort, » expliqua-t-il. « Il en faut un nouveau, mais trouvez une pièce pour ce modèle. »« Combien cela coûterait » demanda Anna d'une voix inquiète. « 1000, au minimum. Et encore, seulement si je trouve un alternateur d'occasion, car on n'en fabrique plus. » Anna pâlit. « Je comprends. Est-ce que je pourrais vous payer plus tard ? Je vous jure que je réglerai, mais en ce moment. » Sergueï la fixa attentivement. Il avait l'habitude des clients qui marchandaient jusqu'au dernier sou, qui tentaient de tricher ou se lamentaient sur leur pauvreté. Mais cette femme était différente. Elle ne mentait pas sur son argent. Elle traversait réellement une mauvaise passe. « Bon, » dit-il enfin. « Je vais le faire. Pas à crédit, mais gratuitement. »« Quoi ?» Anna n'en croyait pas ses oreilles. « Votre jambe vous fait souffrir, vous avez besoin de votre voiture. À quoi bon marchander là-dessus ?» Anna le regarda longuement. « Pourquoi faites-vous ça » Sergueï haussa les épaules. « Et pourquoi pas ? La vie est déjà assez compliquée. » Il se mit au travail, tandis qu'Anna s'assit sur un vieux tabouret pour l'observer en silence. Il sentait son regard et s'appliquait plus que d'habitude. Il y avait quelque chose chez cette femme qui lui donnait envie de paraître meilleur. « Vous marchez comme ça depuis longtemps » demanda-t-il en désignant sa béquille. « 4 ans, » répondit doucement Anna. « Un accident. Les médecins disent que ce sera pour toujours. Qu'est-il arrivé exactement à votre jambe ? Une fracture complexe, des nerfs touchés. Elle est douloureuse et sans force. » Elle secoua tristement la tête. « Autrefois, je pouvais. Peu importe, c'est du passé. » Sergueï continua son travail en réfléchissant. Dans un coin du garage, une pile de ferraille s'entassait, des restes de voitures démontées, des tuyaux, des ressorts, des engrenages. Ses mains avaient l'habitude de donner une seconde vie aux choses brisées. « Et si, Anna ?» dit-il soudain. « Et si j'essayais de fabriquer quelque chose pour votre jambe ? Que voulez-vous dire ? Comment expliquer ? Une sorte de soutien mécanique, une armature qui vous aiderait à marcher plus facilement. » Anna éclata de rire, non par moquerie mais avec amertume. Sergueï,
Ce genre de choses se fait dans des cliniques spécialisées, cela coûte une fortune. Et ici? Ici, il y a mes mains, ma tête et une montagne de ferraille, la coupe-à-teil. On peut toujours essayer. Vous ne comprenez pas la complexité. Et vous ne comprenez pas que cela fait 30 ans que je transforme du cassé en fonctionnel, répondit-il. Le principe est le même partout. Anna le fixa longuement, puis regarda la ferraille, puis de nouveau lui. Très bien, dit-elle enfin. Mais si cela ne marche pas? Alors je réparerai simplement la voiture et on oubliera cette idée. Il termina l'alternateur en fin de journée. La Volga démarra aussitôt et ronronna calmement au ralenti. Merci, dit Anna en prenant le volant. Vraiment, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Revenez demain matin, répondit Sergueï. Nous commencerons à travailler sur votre projet. Quand la Volga disparut dans le crépuscule, Sergueï resta longtemps devant son garage, se demandant ce qu'il avait bien l'intention de fabriquer. Un exosquelette bricolé à partir de pièces de récupération, c'était insensé. Et pourtant, il revoyait Anna grimacer de douleur en s'appuyant sur sa béquille, avancer avec précaution, et surtout ses yeux s'illuminer quand il avait proposé de l'aider. Peut-être que c'était insensé, mais ça valait la peine d'essayer. Cette nuit-là, il ne dormit pas, griffonnant des croquis sur de vieux journaux, un cadre simple en tube d'aluminium, des articulations au niveau du genou et de la cheville, des amortisseurs à ressort pour soutenir la jambe. Au lever du jour, il savait déjà par où commencer. Anna arriva à 8 heures pile, comme convenu, mais au lieu de sa béquille, elle tenait un thermos de café et un sac de sandwich. J'ai pensé que travailler le ventre vide n'était pas très productif, expliqua-t-elle en entrant. Sergueï avait déjà disposé les plans sur l'établi et trié les morceaux de métal adaptés. L'idée s'était transformée dans son esprit en une construction claire et précise. Regardez, dit-il en lui montrant les croquis. La base, c'est un cadre léger fixé à la cuisse et au mollet. Ici, des articulations qui imitent le mouvement du genou. Et là, des ressorts pour aider la jambe à se déplier en marchant. Anna étudia attentivement les plans. Vous avez imaginé tout ça en une seule nuit? Le principe est le même que pour la suspension d'une voiture, amortissement plus soutien, mais en miniature. Et les matériaux? Demanda Anna. Sergueï désigna la pile de ferrage. Des tubes de vieux vélos, légers et solides. Des ressorts d'amortisseurs de moto. Des roulements venant de n'importe où. Les attaches, je les ferai avec du cuir provenant de vieux sièges de voiture. Sergueï, dit Anna doucement, pourquoi faites-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. Il s'arrêta, une tige d'aluminium dans les mains. Vous savez, j'avais un père, lui aussi mécanicien. Quand j'étais enfant, il me disait, si tu vois quelque chose de cassé, répare-le, si tu peux. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais simplement parce que le monde sera un peu meilleur. Et vous avez suivi cette règle toute votre vie? J'essaie. Même si parfois il me semble que le monde ne veut pas vraiment s'améliorer. Anna s'assit sur un tabouret et observa longuement Sergueï découper le métal à la meule. Dans ses gestes, il y avait l'assurance d'un véritable maître. Chaque coupe était précise, chaque détail réfléchi. Et vous, que faisiez-vous avant? Demanda-t-il sans lever la tête de son travail. Avant l'accident, je travaillais, répondit Anna évasivement. Dans une grande entreprise. Laquelle? Rien d'intéressant à raconter. Beaucoup de chiffres, de rapports, de réunions. Une vie de bureau banal. Sergueï comprit qu'elle n'avait pas envie d'entrer dans les détails et n'insista pas. À midi, la base du cadre était prête, une structure légère en tube d'aluminium reliée par des articulations artisanales, grossières mais fonctionnelles. Essayons, proposa-t-il. Anna se leva avec hésitation. Sergueï fixa prudemment la structure sur sa jambe avec de larges sangles de cuir. Quelle sensation! Étrange, admit-elle, mais pas douloureux. Essayez de faire un pas. Anna transféra doucement son poids sur sa jambe blessée. Le cadre prit une partie de la charge, les ressorts se comprimèrent légèrement. Mon Dieu, murmura-t-elle. Ça fonctionne vraiment. Ce n'est que la base, prévint Sergueï. Il reste encore beaucoup à améliorer, ajuster l'amortissement, renforcer les fixations. Mais déjà, Anna faisait des pas lents et prudents à travers le garage,
pour la première fois depuis 4 ans, sans béquille et sans douleur constante. Sergueï, dit-elle en s'arrêtant devant lui, vous réalisez ce que vous avez fait? Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'un début. Pour moi, c'est un miracle. Ils travaillèrent jusqu'au soir. Sergueï ajustait les ressorts et les attaches, tandis qu'Anna l'aidait, elle tenait les pièces, passait les outils, proposait des idées. Elle se révéla étonnamment perspicace dans les questions techniques. D'où vous viennent ces connaissances? S'étonna Sergueï lorsqu'elle suggéra de modifier l'angle d'une articulation pour rendre la démarche plus naturelle. J'ai lu beaucoup de littérature technique, répondit Anna. Mon travail m'obligeait à comprendre différents domaines. Ce n'était pas vraiment un bureau, ajouta-t-elle d'un ton vague, plutôt un centre de coordination. Sergueï ne posa pas plus de questions, mais il remarqua qu'à chaque fois qu'Anna parlait de son passé, sa voix prenait des intonations différentes, assurance, habitude de diriger, connaissance des grandes structures. Anna, dit-il le soir en rangeant les outils, j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout sur vous. Elle se figea, un outil à la main. Est-ce important pour le travail? Non, mais pour moi, oui. Pourquoi? Parce que j'aime parler avec vous et que j'aimerais mieux connaître la personne que vous êtes. Anna posa l'outil et le regarda. Sergueï, si je vous dis la vérité, vous risquez de ne pas me croire. Ou de me croire et d'avoir peur. Essayez. Pas maintenant. Donnez-moi du temps. Quand vous serez prêt à entendre, je vous dirai tout. Il y avait dans sa voix une telle tristesse que Sergueï comprit que, quoi qu'elle cache, cela lui causait de la douleur. D'accord, dit-il. Je peux attendre. Quand Anna partit, il continua longtemps à travailler sur les améliorations du cadre, mais ses pensées revenaient sans cesse vers elle. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cachait-elle son passé? Et pourquoi, lui, un mécanicien de 42 ans, solitaire, ressentait-il pour elle quelque chose de plus qu'une simple sympathie? En s'endormant au petit matin sur la couchette du garage, il se dit que demain, elle reviendrait. Et cette pensée était la plus lumineuse qu'il avait eue depuis des années. Le 3e jour, il se produisit ce que Sergueï n'attendait pas. Anna entra dans le garage et marcha de la porte jusqu'à l'établi d'un pas normal, non pas prudent et hésitant, mais d'une démarche humaine naturelle. « Comment ça va ?» demanda-t-il en levant la tête de la pièce sur laquelle il travaillait. « Je n'y crois pas moi-même, » répondit-elle avec le plus large sourire qu'il lui ait vu depuis le début. « Hier soir, j'ai parcouru 3 kilomètres dans mon quartier. Juste pour le plaisir. Et la douleur? Minimale. Vos ressorts absorbent vraiment une partie de la charge. Et surtout, je me sens en confiance. Pour la première fois en 4 ans, je n'ai plus peur de tomber. » Sergueï ressentit une fierté étrange, non pas pour lui-même, mais pour elle, pour le fait qu'elle puisse à nouveau marcher comme une personne ordinaire. Mais ce n'est pas tout, dit-il en montrant de nouvelles pièces. Aujourd'hui, nous allons ajouter un soutien hydraulique. L'hydraulique, d'où ça vient? Du système de freinage d'une vieille moto. Le principe est le même, un liquide sous pression qui aide le mouvement. Sauf qu'ici, ce sera pour aider l'extension de la jambe. Ils travaillèrent comme une véritable équipe. Anna savait déjà quel outil lui passait, anticipait ses gestes, proposait même des améliorations. Vous avez un vrai talent pour la mécanique, observa Sergueï. C'est étrange que vous ayez travaillé dans un bureau. Je ne travaillais pas vraiment dans un bureau, dit Anna en l'aidant à installer le cylindre hydraulique. C'était plutôt diriger des processus. Quel processus? Anna resta silencieuse, concentrée sur le travail. Mais Sergueï remarqua que, lorsqu'elle parlait de son passé, ses gestes devenaient plus précis, comme mus par l'habitude de prendre des décisions lourdes de conséquences. Le soir venu, le cadre perfectionné était prêt. Anna l'essaya et fit quelques pas dans le garage. Sa démarche était désormais presque naturelle. Essayez de marcher plus vite, proposa Sergueï. Anna accéléra, puis se mit à trottiner légèrement. Le cadre fonctionnait à merveille. Les ressorts et l'hydraulique compensaient les nerfs et muscles abîmés. Sergueï, dit-elle en s'arrêtant devant lui, je n'arrive pas à y croire. Pendant 4 ans, j'ai cru que je ne pourrais même plus jamais marcher vite. Maintenant, tout de suite, vous pouvez, répondit-il simplement. Elle s'approcha et l'enlaça soudainement. Une étreinte brève,
mais Sergueï sentit que quelque chose venait de changer entre eux. « Merci, murmura-t-elle. C'est vous qui m'avez rendu la vie, Anna, dit-il lorsqu'elle se détacha. Puis-je vous poser une question personnelle? Laquelle? Avez-vous une famille, un mari, des enfants? Elle secoua tristement la tête. J'ai eu un mari. Avant l'accident. Quand il est devenu évident que je resterais handicapé, il n'a pas supporté. Nous n'avions pas d'enfants. Je comprends. Et vous, aviez-vous une femme? Elle est partie, elle aussi. Pas à cause d'une maladie, mais à cause de la pauvreté. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec un raté. Alors, nous sommes tous les deux seuls, constata Anna. Nous étions seuls, la corrigea Sergueï. Ces derniers jours, je ne me sens plus seul. Anna le regarda attentivement. Sergueï, vous réalisez que nous ne savons presque rien l'un de l'autre. Je sais l'essentiel. Vous êtes une personne bonne, qui a traversé une épreuve, et qui a la force de se battre contre elle. D'où vient cette certitude? J'ai vu comment vous travaillez, comment vous ne cédez pas même quand la douleur est forte, comment vous vous réjouissez de vos progrès. Cela suffit pour comprendre le caractère de quelqu'un. Anna resta longtemps silencieuse, les yeux fixés sur le cadre terminé. Et si je vous disais que, dans le passé, je prenais des décisions dont dépendaient des milliers d'emplois, demanda-t-elle soudain. Je dirais que cela explique votre habitude de penser de façon systémique. Et si je vous disais que je possédais une entreprise avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de roubles? Sergueï haussa les épaules. Je dirais que l'argent n'est pas l'essentiel dans la vie. Sinon, vous ne seriez pas ici, seul, avec une vieille voiture en panne. Vous ne seriez pas surpris. Si, je le serais. Mais je n'aurais pas peur et mon attitude envers vous ne changerait pas. Anna hocha la tête, comme si elle venait de prendre une décision. Alors demain, je vous dirai la vérité. Toute la vérité. Obligatoirement. Oui, parce que... Elle hésita. Parce que j'aime être honnête avec vous et je veux que vous sachiez à qui vous avez affaire. Cette nuit-là, Sergueï mit longtemps à trouver le sommeil. Que lui raconterait-elle? Avait-elle vraiment été riche, ou bien cachait-elle au contraire quelque chose de honteux dans son passé? Mais, le matin, en l'attendant devant le garage, il comprit que, quelle que soit la vérité, cela n'avait plus d'importance. En quelques jours, Anna était devenue une partie de sa vie, et il n'était pas prêt à la laisser partir. Anna ne vint pas le matin, ni à midi. Le soir, Sergueï commença à s'inquiéter. Depuis le début, elle n'avait jamais été en retard. Il essaya de l'appeler sur le numéro qu'elle avait laissé, mais le téléphone était éteint. Il ne connaissait pas son adresse, elle venait toujours seule et n'avait jamais dit où elle habitait. Vers 20 heures, son inquiétude se transforma en angoisse. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si le cadre s'était brisé et qu'elle était tombée? Le bruit d'une voiture l'arracha à ses pensées sombres. Mais ce n'était pas la vieille Volga, c'était un 4x4 noir aux vitres teintées. Sergueï sortit prudemment du garage. Anna descendit de la voiture, mais elle avait l'air totalement différente, un manteau coûteux, un sac élégant, une coiffure soignée, et aucune attelle sur sa jambe. « Bonjour, dit-elle en s'approchant. Excusez mon retard. Où est notre cadre? Je l'ai laissé à la maison. Aujourd'hui, je n'en avais pas besoin. Pourquoi? Anna soupira. Parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas Anna qui apprend à marcher dans le garage d'un mécanicien. Aujourd'hui, j'étais Anna Lavrova, propriétaire du groupe de société Technoprom. Sergueï sentit le sol se dérober sous ses pieds. Avait-il bien entendu? Anna Lavrova. J'ai fondé il y a des années une petite entreprise de pièces détachées. Aujourd'hui, le groupe comprend 15 usines dans cette région, avec un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de roubles. Et tout cela. C'était avant l'accident, il y a 4 ans. Anna entra dans le garage et s'assit sur son tabouret habituel. Veux-tu entendre toute l'histoire? Sergueï acquiesça en silence. Il y a 4 ans, j'étais au sommet de ma carrière. Nous nous développions, signions des contrats, construisions de nouvelles usines. Je me rendais à une réunion importante. Je roulais trop vite. Un camion n'a pas eu le temps de freiner.
Accident. 3 mois en réanimation. 16 opérations. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais le nerf était gravement endommagé. Ils m'ont dit, handicap à vie. Et qu'est-il arrivé à l'entreprise? Pendant que j'étais à l'hôpital, le conseil d'administration a décidé de mon incapacité temporaire. Ils ont nommé un directeur intérimaire, puis, 6 mois plus tard, permanent. Ils vous ont écarté? Formellement. Je reste l'actionnaire majoritaire, mais je n'ai plus aucune gestion réelle. Et c'est normal, qui voudrait d'un dirigeant incapable de marcher 10 mètres sans béquille? Sergueï s'assit en face d'elle. C'est pour ça que vous avez disparu. Oui. J'ai acheté une petite maison dans ce bourg et j'essaie de vivre discrètement. Une fois par mois, je vais aux réunions du conseil, pour faire acte de présence. Le reste du temps, j'essaie de m'adapter à ma nouvelle vie. Et puis la voiture est tombée en panne. Oui. La plus ordinaire de mes voitures. J'ai exprès acheté une vieille Volga pour ne pas attirer l'attention. Sergueï resta longtemps silencieux, digérant ses paroles. Anna, pourquoi m'avez-vous raconté tout ça? Parce que demain, ils viendront. Qui, ils? Mon secrétaire, mes assistants, la sécurité. Voilà une semaine que je ne donne plus de nouvelles. J'ai manqué 2 réunions importantes. Ils vont me retrouver et me ramener dans mon monde de milliards et de responsabilités. Et alors? Alors, Anna qui rit dans un garage poussiéreux et se réjouit de chaque pas sans douleur disparaîtra. Il ne restera que Anna Lavrova, une invalide pleine d'argent entourée d'une armée d'employés qui font semblant qu'elle décide encore de quelque chose. Il y avait dans sa voix une telle amertume que le cœur de Sergueï se serra. Et si elle ne disparaissait pas, demanda-t-il. Que veux-tu dire? Votre cadre. Il fonctionne. Avec lui, vous pouvez marcher, courir, vivre pleinement. Peut-être devriez-vous retourner aux affaires? Anna secoua la tête. Sergueï, tu ne comprends pas, là-bas, ce sont d'autres règles. Si tu montres de la faiblesse, ils te dévoreront. Et un exosquelette bricolé dans un garage pour eux, c'est soit une faiblesse, soit une force. Tout dépend de la façon dont on le présente. Comment? Comme l'exemple d'une personne qui ne renonce pas, qui trouve des solutions là où d'autres baissent les bras. Anna le regarda attentivement. Tu y crois vraiment? Je crois en vous, en votre force, votre intelligence, votre caractère. L'argent et les postes ne sont que des outils. Vous êtes une personne qui sait s'en servir. Et si je choisis de rester ici, avec toi, dans ce garage? Sergueï sentit son cœur s'accélérer. C'est possible. Théoriquement, je pourrais vendre mes actions, régler mes dettes, partir n'importe où, commencer une nouvelle vie. Mais alors des milliers de personnes perdraient leur emploi, les usines fermeraient, des familles seraient ruinées. Je ne peux pas me le permettre. Sergueï comprit qu'il n'avait pas devant lui seulement une femme riche, mais une personne qui ressentait une responsabilité pour le destin des autres. Cela expliquait son caractère, son habitude de réfléchir aux conséquences de chaque décision. Alors demain vous partez, constata-t-il. Alors demain je retourne dans mon monde, et toi tu resteras dans le tien, et nous ne nous reverrons plus. Je ne sais pas, répondit honnêtement Anna. Vraiment, je ne sais pas. Ils restèrent assis dans le silence du garage, comprenant tous deux que c'était leur dernière soirée ensemble. Demain tout changerait, et nul ne savait si leur histoire aurait une suite. Le matin, Sergueï fut réveillé par le bruit assourdissant des pales d'un hélicoptère. Le son se rapprochait, jusqu'à ce que l'appareil atterrisse sur le terrain vague à côté du garage. Anna était déjà là, debout près du portail, vêtue du même manteau élégant que la veille. À sa jambe, l'exosquelette artisanal, mais il ne ressemblait plus à une construction grossière de ferraille, plutôt à un dispositif high-tech. Madame Lavrova, un homme en costume strict sortit de l'hélicoptère. Nous vous cherchions. Des affaires urgentes exigent votre présence. Je sais, Mikhail Petrovitch, répondit Anna. Accordez-moi 10 minutes pour dire au revoir? Bien sûr. L'assistant s'éloigna vers l'hélicoptère, et Anna entra dans le garage. Ils m'ont retrouvé, dit-elle à Sergueï. Je vous l'avais dit, il viendrait demain.
Ils sont venus en hélicoptère, corrigea-t-elle avec un sourire triste. C'est plus rapide. Sergueï la regarda rassembler ses quelques affaires, un carnet de notes sur les améliorations de l'exosquelette, le thermos dont il buvait le café chaque jour. Anna, dit-il, que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je vais retourner dans mon monde, diriger l'entreprise, prendre des décisions, assumer la responsabilité de milliers de gens. Avec l'exosquelette? Avec. Pour la première fois depuis 4 ans, je pourrai entrer à une réunion sans béquille. Tu ne peux pas imaginer ce que cela représente. Si, je peux. J'ai vu comme tu te réjouissais à chaque pas. Anna s'approcha. Sergueï, ces jours-ci ont été les meilleurs de ma vie depuis 4 ans. Peut-être de toute ma vie. Pourquoi? Parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais simplement Anna. Pas une propriétaire d'entreprise, pas une handicapée, pas un objet de pitié ou de calcul. Juste une femme qui réapprend à marcher, et qui tombe amoureuse d'un homme capable de créer des miracles à partir de l'affairage. Sergueï sentit son cœur rater un battement. Anna, je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que j'ai mes obligations et vous la vôtre. Mais je veux que vous sachiez une chose. Il s'approcha et lui prit les mains. Ces jours ont aussi changé ma vie. J'ai compris que je peux non seulement réparer de vieilles voitures, mais créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Que vas-tu faire? Améliorer l'exosquelette, en fabriquer pour d'autres. Dans notre ville, beaucoup de personnes handicapées ont besoin d'aide. Cela demandera de l'argent, du matériel, mais je trouverai. Anna sortit une enveloppe de son sac. Tenez. Ne l'ouvrez pas maintenant, ouvrez ce soir. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Un coup de klaxon interrompit leur échange. L'assistant rappelait qu'il était temps. Je dois y aller, dit Anna. On se reverra? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si oui, ce ne sera pas bientôt. Il me faudra reprendre le contrôle de l'entreprise, prouver que je peux redevenir un dirigeant à part entière. Combien de temps? Des mois, peut-être un an. Ils sortirent du garage. L'hélicoptère tournait au ralenti, attendant sa passagère. Anna, dit Sergueï, et si, dans un an, vous vous rendez compte que votre monde ne vous est plus nécessaire, alors je reviendrai vers vous, si vous m'attendez. Je t'attendrai. Vous le promettez? Je le promets. Elle l'embrassa vite, prudemment, comme si elle avait peur d'être vue. Puis elle se dirigea vers l'hélicoptère. Anna! Cria Sergueï. Elle se retourna. L'exosquelette fonctionne parfaitement. Mais si quelque chose casse, je suis toujours joignable. Elle sourit. Je le sais. Et c'est le plus important. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel et disparut derrière l'horizon. Sergueï resta immobile sur le terrain vague, regardant le ciel vide. Le soir, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 5 millions de roubles et un mot. Pour développer la production d'exosquelettes médicaux. Aidez les gens. C'est votre don. Et moi, je reviendrai. Sergueï fixa longtemps le chèque, puis le rangea dans un tiroir. L'argent pouvait attendre. Pour l'instant, une seule chose comptait, elle avait promis de revenir. Et il l'attendrait. Un an plus tard, dans la petite ville, une usine de production d'exosquelettes médicaux ouvrit ses portes. Un premier pas. Son propriétaire, l'ancien mécanicien Sergueï Volkov, avait déjà aidé 40 personnes à se remettre debout. Et dans la capitale régionale, Anna Lavrova, qui avait repris le contrôle de son entreprise, portait chaque jour l'exosquelette artisanal sous ses tailleurs. Chaque soir, elle regardait la route menant à la petite ville où l'attendait l'homme qui savait faire des miracles.